Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. Aujourd'hui on se retrouve autour de Vicomte du Royaume de l'Ouest, le jeu de Shem Phillips de S.J. McDonald, localisé en français par Pixie Games. Vicomte du Royaume de l'Ouest. Je dois avouer que ce titre ne m'était pas du tout inspirant jusqu'à récemment. En fait, je ne comprenais pas la thématique du jeu. Pour tout vous dire, je ne savais pas ce qu'était un vicomte. Le matériel ne m'évoquait rien dans la mesure où je ne comprenais pas le titre. Voilà, mes représentations du vicomte étaient trop éloignées en fait de ce que proposait le jeu et me dissuadaient en fait de me tourner vers cette création de l'auteur néo-zélandais qui pourtant m'a séduit à plusieurs reprises puisque j'adore Pillard de City, voilà, qui a le même format de boîte et qui est illustré par le frère, je crois, de Shem Phillips, de manière assez exceptionnelle, hein, je dois dire. Et j'adore également Circadien Première Lueur, qui a été élaboré par S.J. McDonald, un petit peu dans la même veine, même si Circadien essuie quelques critiques parfois quant à son thème et à ses mécaniques. Mais personnellement, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà. Mais j'étais pas du tout attiré par Vicomte. C'est vraiment le dernier que j'ai acheté. Je ne vous parle même pas d'Architecte et de Paladin, qui m'ont toujours un petit peu rebuté. Et puis, je me suis décidé quand même à l'acheter quand j'ai vu les critiques. Puis j'ai fait une partie. Et là, mon avis a changé. Mais cette première partie, pour moi, a été un cuisant échec. Et je me suis rendu compte que, en effet, je ne comprenais pas la thématique. Ni plus ni moins. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à rentrer dans l'univers, ni rien. Et du coup, bah, je n'arrivais pas à rentrer non plus dans la partie. Je subis, etc. À chaque tour, à chaque manche. Je subis la partie. Donc, ce que j'ai fait, bah, je me suis résigné à mon ignorance et je suis allé voir ce qu'était un vicomte. Du coup, j'ai fait une recherche sur Wikipédia dans laquelle j'ai trouvé une définition assez sommaire du vicomte, hein, qui le définit comme un officier de judicature du duc ou du comte pour le gouvernement d'une ville ou d'une province secondaire, ou pour l'administration d'une justice, ou encore comme le seigneur d'une terre titrée vicomté. Alors bon, c'est un peu mieux que de ne rien savoir, mais j'étais pas plus avancé que ça. Quant aux réelles missions d'un vicomte et du coup à la thématique du jeu. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé un peu jusqu'à me tourner vers des ouvrages universitaires, notamment un. Alors je n'ai pas lu en entier, hein, que j'ai survolé bien sûr, n'étant pas universitaire moi-même. Mais un ouvrage qui m'a permis de définir ce qui était plus précisément un vicomte et surtout de me représenter quelles étaient ses missions et comment il devait agir. Bah, ce que je me suis dit, c'est que j'allais vous le livrer aujourd'hui parce que je trouve ça important pour ceux qui sont un petit peu hermétiques à ce jeu. Je trouve que c'est important de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. D'autant qu'il nous fait découvrir le monde qui se cache derrière Vicomte du Royaume de l'Ouest et on se rend compte alors que ce jeu est un véritable joyau d'une extrême richesse et qu'il vaut absolument le coup. L'ouvrage s'appelle Vicomte et Vicomté dans l'Occident médiéval. Je mettrai des références complètes dans la présentation de la vidéo, pour ceux que ça intéresse. Il a été écrit par Hélène Debax. C'est un collectif, mais elle l'a dirigé. Et voilà, je ne vais pas aller plus loin sur la source, mais au moins, comme ça, vous avez les éléments. Il nous donne un éclairage sur ce qu'était un vicomte et son rôle dans l'Occident médiéval. De manière résumée, l'ouvrage dit que au cours du
IXe siècle, des vicomtes sont apparus dans tout l'Occident carolingien pour suppléer les comtes dans leur encadrement des populations, faisant office de lieutenant du comte dans toutes ses fonctions, qu'elles soient fiscales, judiciaires ou militaires. Donc là, déjà, on a les grandes missions du vicomte qui n'apparaissaient pas dans la définition précédente. L'auteur poursuit en précisant que rien de commun entre les zones centrales de l'Empire carolingien, où les vicomtes ont disparu ou ont été ravalés au rang de simples châtelains au service d'un pouvoir supérieur comtal, ducal ou royal, et les marges carolingiennes, où les vicomtes ont accédé à un niveau de pouvoir et d'autonomie remarquable. On comprend deux choses. Déjà que les vicomtes étaient des espèces de préfets, en fait, sous l'Empire carolingien, donc ils avaient des fonctions locales très importantes, puisqu'ils administraient finalement un territoire dont ils héritaient, hein, qui n'appartenait pas à la nation, mais par contre qui devait nourrir l'autorité du roi. Et on comprend également que plus on s'éloignait du pouvoir, du centre du pouvoir, plus la tâche des vicomtes était complexe, leur conférait du pouvoir en eux-mêmes, mais les soumettait aussi à une rude concurrence d'autres acteurs locaux, appartenant et bien sûr à la noblesse, au clergé, et même aux tiers états pour les puissants roturiers qu'on trouvait à ce moment-là. Et c'est là que moi j'ai compris en fait quelle était ma mission en tant que vicomte face à une IA ultra puissante et ultra spécialisée développée par Sean Phillips et J. McDonald qui nous ont fait baver des ronds de chapeau à chaque manche. Ça ne va pas garantir la victoire de la partie que je vais vous proposer aujourd'hui. Néanmoins, vraiment, ça permet une meilleure lecture du jeu. Et celui-ci prend tout son sens. Et on voit bien que Sean Phillips a vraiment creusé la question et a créé des mécanismes au service de la thématique. Ce qui est vraiment formidable. On en conviendra. La vidéo va s'organiser en 3 parties, donc. Première partie, la mise en place, parce que il me paraît difficile de ne pas vous présenter un minimum l'environnement du jeu, ses composantes, etc. Même si d'autres vidéos le font avant moi, on sera assez rapide, mais on va faire la mise en place, quoi, comme une partie normale, comme si on jouait ensemble. Évidemment, ensuite, c'est la partie en elle-même que nous allons parcourir. Et puis enfin, une petite conclusion, mais rapide, qui sera plus destinée à vous soumettre mon avis que à vous jeter des conseils ou des lauriers sur le jeu. Voilà. Eh bien écoutez, on y va. On met en place sans aucune transition. D'abord, on a le vicomté en tant que tel, donc le territoire où vont agir les vicomtes. Alors évidemment, le nôtre et puis notre concurrent, on va jouer contre un concurrent. Alors voilà, le plateau de jeu est un octogone, je crois. Qui représente un territoire. Au centre duquel se situe un château. Donc le château qui représente l'autorité centrale. Alors, ça peut être le château du comte, du duc ou du roi lui-même. Là, c'est chacun selon son imagination. Voilà pour le plateau de jeu. Alors, il est déjà original. Ensuite, on va répartir dessus de nombreuses cartes. Voilà. Dont les illustrations sont remarquables également, ont une vraie identité visuelle.
et qui représente les villageois. Alors l'installation est simple, en fait, il y a 5 secteurs sur le plateau dans lesquels on va évoluer, et sur chaque secteur, il y a un deck de villageois, et pour constituer ces decks, eh ben, c'est simple, on divise le paquet en 5. Ce que je fais immédiatement. Voilà, j'ai constitué nos 5 tas de cartes de manière aléatoire. Voilà, je les remélange. Et on va disposer ceci sur le plateau. Un paquet sur chaque secteur, face visible, hein, puisque en fait, on sera amené à recruter des villageois dans notre entourage. Et donc, il faut voir de qui il s'agit. Alors, oui, le fait renferme différents types d'habitants du vicomté, des clercs, des nobles, des villageois, des artisans, des commerçants, des négociants, enfin tout un tas de fonctions différentes. Donc voilà, c'est beaucoup plus large que villageois, vous le verrez. En tout cas, ce sont les résidents du vicomté qu'il va falloir séduire et rassembler pour bénéficier de leur talent, ce qui nous servira à conserver l'unité du royaume et l'autorité du roi. Donc, et oui, le peuple a un rôle important dans ce jeu. C'est l'un des aspects que propose Sean Phillips. Ensuite, on a des manuscrits. Les manuscrits vont nous permettre de gagner en fait des actions. Il y a 2 types de manuscrits, ceux au dos noir, ceux au dos gris. Il y en a 5 au dos gris et le reste sont au dos noir. En fait, les 5 manuscrits au dos gris sont les premiers manuscrits que nous allons pouvoir récolter, puisqu'on les met sur les piles, et de la même manière que les villageois, on va faire des piles disposées face visible sur le plateau. Donc voilà, on a nos 5 manuscrits gris. On met les autres face cachée, on les mélange. Et puis je vais faire 5 tas comme ça. Et chacun de ces 5 tas, qui seront composés, je crois, de 7 manuscrits chacun, je viendrai les positionner sur chaque emplacement, donc un par secteur du vicomté, de la même manière. Donc je fais ça, et je vous retrouve. Nos 5 tas sont constitués, nos 5 paquets de manuscrits sont constitués. Et donc on ne va pas les remélanger, puisque le gris, donc ce sont des manuscrits de base en fait, sont positionnés en haut, et puis on va les disposer de manière aléatoire sur le plateau. Voilà, le premier est ici, le second est ici. Pour récupérer ces manuscrits, eh bien, il faudra rassembler 3 symboles de croix ou 3 symboles religion, 3 points de religion en fait, là dans le cas présent, mais ça peut être beaucoup plus, pour remporter le gain situé à gauche. Pourquoi la religion? Ben parce que simplement les manuscrits étaient détenus dans les institutions ecclésiastiques à l'époque, et les scribes étaient des hommes d'église bien souvent. Et ce qui marque aussi l'importance donnée par Sean Williams à la connaissance dans l'administration du vicomté, mais en même temps de la religion, qui était un moyen aussi d'influer et de piloter les foules. Voilà. Donc le plateau est mis en place. À côté de ça, on va disposer les ressources. Donc là, on a des lingots d'or, de la pierre et des encriers. Les encriers servant notamment, vous l'imaginez bien, à récupérer des manuscrits, hein, en tant que point de religion.
Les pierres servent à, on va le voir, construire des bâtiments, on va le voir dans la mise en place des plateaux joueurs, et l'or sert à finalement payer des nobles ou des notables pour aller infiltrer le château et gagner en influence auprès du pouvoir central. Grosso modo, voilà à quoi servent les ressources. Il y a une quatrième ressource dans le jeu, ce sont les écus. Alors les écus sont facilitateurs, ils servent à se déplacer et à acquérir d'autres ressources, par exemple, ou des cartes, c'est-à-dire à acheter le soutien d'un villageois, quel qu'il soit, et à recruter. Voilà, donc là on est totalement prêt au niveau du plateau central. On va maintenant procéder au choix de l'IA. Alors pourquoi on va faire ça dans ce sens-là et qu'on ne va pas mettre en place le joueur humain? C'est simplement parce que l'IA utilise les plateaux joueurs, le verso des plateaux joueurs, et on va déterminer au hasard quelle IA va essayer de prendre le pouvoir sur notre territoire. Pour ce faire, je vais lancer un des 4. On a 4 IA différents proposés dans la boîte de base. Donc je vais lancer un des 4 et puis on va compter de gauche à droite, savoir quelle IA va prendre l'initiative. C'est parti. Donc là, c'est l'IA numéro 1. L'IA numéro 1 est celui-ci. Donc c'est un automat qui, on le voit en haut à gauche, va privilégier les actions de nobles, ce qui va constituer à créer un lobbying en fait au niveau du château pour étendre son influence et gagner du pouvoir de différentes façons, hein, que ce soit déjà dans la cour du souverain ou du seigneur du vicomté ou du comté, voilà, en tout cas auprès de l'autorité supérieure, mais également d'acquérir des titres de propriété, etc. On va voir qu'il ne manque pas de ressources. Et puis du coup, on va pouvoir utiliser un des plateaux sur sa face recto pour le joueur humain. Et les autres ne seront pas utilisés dans la partie. On peut jouer jusqu'à 4 à ce jeu. Voilà, alors en matière de préparation, nous on va jouer avec les jaunes. On dispose de 20 ouvriers qui pourront aller dans le château. On va mettre à côté. On essaiera d'envoyer dans le château. Sur le plateau joueur, on va avoir un marqueur de vertu à droite et de corruption à gauche. À cette époque, vertu et corruption s'opposaient d'une certaine manière, mais s'équilibraient également. Et on va voir que pour arriver à nos fins, que ce soit le joueur humain ou notre concurrent, eh bien, il va falloir trouver le juste équilibre entre ruse et honnêteté pour parvenir et trouver les clés du pouvoir. Nous aurons aussi quelques constructions, sachant que chaque type de construction nous apporte à la fois des points de victoire, mais également des pouvoirs supplémentaires quand on les construit. Par exemple, donc on a 3 types de construction. Le premier type, ce sont les comptoirs, que je mets à gauche sur notre plateau. Et par exemple, ce comptoir-là, quand on construit, nous permet de gagner des points supplémentaires de commerce. Voilà. Il y a à droite des ateliers. Si on construit celui-ci nous permet d'avoir une main de départ augmentée de 1. Voilà. Et puis à chaque fois, il y a des pouvoirs comme ça. Il nous reste un type de construction, ce sont les maisons de corporation, ce sont les constructions les plus puissantes qui nous donnent des points d'action supplémentaires pour une action particulière. Là, si on construit ce bâtiment, c'est la corporation des bâtisseurs, donc qui nous apporte un point en bâtir supplémentaire. Là, le marteau étant le symbole du bâtisseur. Mais on a la même chose pour les actions de nobles avec un point de noble supplémentaire ou les actions religieuses pour la transcription des manuscrits sous forme de croix. Donc on voit que ce sont des actions
enfin des bâtiments très précieux et ultra puissants, d'autant que ceux-ci rapportent, quand on les construit, un nombre de points de victoire en fonction du nombre d'occurrences qu'on construit. On reviendra sur tous ces mécanismes, hein, je ne vais pas m'attarder, d'autant que c'est encore une fois très bien expliqué dans plusieurs vidéos accessibles. Donc voilà, pour ce qui concerne l'installation du joueur, on a également un deck de départ qui constitue en fait l'entourage de notre vicomte. Donc c'est un deck que nous allons mélanger et dans lequel nous viendrons piocher notre main de départ. Voilà, donc il y a un emplacement pour le positionner à gauche du plateau. Voilà. Je vais le pousser un peu parce qu'on aura besoin d'une défausse ici. Et puis il nous reste à piocher en fait un vicomte. Quand on est à 2 joueurs, en fait, on va avoir le choix entre 2 vicomtes, donc 2 héros en fait, piochés au hasard dans ce deck. Voilà, qui en compte une douzaine, je pense, 12 ou 15 dans la boîte de base. D'ailleurs, je ne connais pas d'extension à ce jeu, donc on va en sélectionner 2. Et chacun d'entre eux aura des ressources de départ qui sont indiquées derrière ces cartes, qui vont nous servir aussi d'aide-mémoire pendant la partie. Donc on va mélanger ces cartes. Voilà. On va également poser 2 cartes de ressources sous chaque héros. Tout le reste est défaussé, on ne s'en servira pas pour cette partie. Maintenant, on va découvrir qui sont nos héros possibles. Alors, ce sont 2 femmes. On a Thérèse d'un côté, donc une femme vertueuse qui permet de gagner, de faire progresser la vertu et de défausser une carte quand elle est elle-même sortie du plateau. Ou Emma. Emma, donc, et qui fait surtout, oui, voilà, qui est portée sur le commerce, et Emma, qui est plutôt quelqu'un en lien avec le clergé, et qui nous permet, quand on défausse une ressource, or ou pierre, de gagner 1 point de religion, et ce, pendant toute la durée où elle est sur le plateau. Donc c'est ultra puissant. Maintenant, on va découvrir les ressources de départ de chacune. Donc, ce seront 2 vicomtesses, hein, en fait, qui vont être les protagonistes de cette lutte de pouvoir. Alors, on voit que Emma a beaucoup de ressources au départ. Thérèse n'est pas en reste, elle a un peu moins d'argent, mais elle est accompagnée d'un villageois supplémentaire. Voilà. Moi, je ne connais pas ce personnage, j'ai bien envie de prendre Emma, sachant que elle me paraît assez puissante en termes de... Ouais, de religion. Elle permet de convertir des ressources en religion, ce qui nous permet de nous spécialiser nous aussi, ce qui peut être intéressant. Donc, on va prendre Emma. Thérèse sera notre adversaire. C'est elle qui va prendre le rôle de l'IA. Cette carte-là, pour Thérèse, nous sert simplement à localiser la figurine de Thérèse sur le plateau. Donc là, on voit qu'on est dans le secteur 5. Le secteur est indiqué par là, 3, 4, 5, voilà. Alors, ils sont installés de manière aléatoire, hein, il n'y a pas d'ordre. Les ressources ne sont pas utilisées. En fait, on va utiliser ces ressources-là au moment d'installer le plateau IA. Voilà, ce qui rappelle ces cartes-là, mais qui sont spécifiques à l'IA pour une raison d'équilibre, je présume. Voilà, donc on défausse, c'est bon. Et puis, du coup, notre personnage sera Emma. On va l'ajouter à notre deck. Alors, je vais mélanger, bien sûr. Je vais le faire tout de suite. Voilà.
qui fait qu'Emma s'est rapprochée de tout son cercle de villageois et s'apprête à agir pour préserver, on va dire, l'influence du roi et du pouvoir central sur cette partie du royaume. On a, au début de partie, 2 pierres comme ressource. Je vais les mettre dans cette petite coupelle. On a également un lingot, mais également 9 pièces. Alors ça, c'est assez conséquent, hein, comme 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pièces. On a également 2 titres. On a un titre de propriété. Alors, je vais revenir sur ces cartes. On a un titre de propriété au départ qui rapporte 1 point de victoire. On va le mettre là. Et une dette. Une dette sont les cartes noires. Qui, en fait, si on ne la rembourse pas, fait qu'on perd 2 points de victoire en fin de partie. Donc on voit que c'est un petit peu les antithèses l'une de l'autre. Et que ceux-ci, en fait, sont un des aspects importants du jeu. On peut également retourner une dette, immédiatement. Hein. C'est-à-dire qu'on rembourse notre dette et que celle-ci nous rapporte une ressource de notre choix. Nous allons prendre une pierre ou alors... Oui, nous allons prendre une pierre. Parce que j'aimerais bien rapidement construire un bâtiment pour bénéficier des bonus. On verra lequel on choisira, mais ça va être important. Sans ces bonus, on ne peut absolument pas gagner, ça c'est certain. Voilà, je pense qu'on a tout fait. Il nous reste simplement à positionner Emma sur son destrier sur le secteur 7. Secteur 7 qui est ici. Donc on voit quasiment que nos 2 personnages sont dans des contrées opposées. Et du coup, on retourne cette carte qui nous permettra de conserver une mémoire de la manière dont on peut se faire des points de victoire. Et dans le château, grâce au manuscrit ou sur la progression aussi, sur les effets d'un clash entre corruption et vertu. Et tout ça, ce sont des aspects qui sont assez simples à expliquer pendant la partie. Ok. On va également prendre le jeton premier joueur, puisque à ce jeu, l'initiative appartient au joueur humain. De la même manière, on va installer le plateau de Thérèse, donc de notre adversaire artificiel. Et là, alors elle a quasiment le même plateau, sauf que les constructions ne sont pas disposées de la même manière. Les maisons des corporations sont à gauche. Et en fait, elle va toujours essayer de construire les bâtiments le plus à gauche en premier, puisque ce sont eux qui permettent de remporter un maximum de points de victoire. Parce que, comme nous, l'IA va essayer d'emmagasiner les points de victoire de différentes façons, en privilégiant quand même l'action des nobles, qui consiste à envoyer ses alliés dans le château, auprès du duc, du comte ou du roi, s'il est de passage. Mais comme nous, elle a donc son plateau, elle a également un curseur de vertu, un curseur de corruption, elle aura les mêmes tentations que nous, ou la même ferveur. On verra bien, sachant que Thérèse est plutôt, paraît plutôt, comment dirais-je, honnête, hein, puisqu'elle permet de faire progresser la vertu assez rapidement quand elle est défaussée. Voilà, elle a également, comme nous, alors c'est pas tout à fait la même chose, elle a un deck spécifique qu'on met en place selon les indications du plateau. Donc on voit qu'on va enlever 2 cartes avec le bandeau noir en haut. Alors les cartes de bandeau marron sont des cartes de planification et les cartes de bandeau noir sont des cartes de planification future que Thérèse gagnera au fur et à mesure de la partie. Donc on doit retirer cette carte-là, ainsi que une carte bâtisseur, voilà, avec un point de bâtir ici.
Et ces 2 cartes-là seront mises dans le plateau. C'est de cette manière un petit peu qu'on spécialise en fait l'IA, quelque part. Voilà. Certains autres IA ont des menus supplémentaires hein, là, au niveau de la constitution du deck. Pour les planifications futures, on va mettre ça face cachée après les avoir mélangés à côté de Thérèse. Elle ira les recruter au fur et à mesure de la partie. Alors que elle constituait son deck de départ avec les cartes au bandeau marron, qu'on va aussi mélanger. Voilà. Alors, elle en a à peine 10, je crois. Et voilà. Ensuite, on va lui attribuer ses ressources de départ. Donc, sur le plateau apparaissent 3 lingots d'or. L'IA joue vraiment comme le joueur humain, ou quasiment, puisqu'il utilise toutes les ressources. Elle dispose d'un titre de propriété au départ et d'une dette qui, par contre, elle, n'est pas remboursée. Hein. Thérèse a emprunté pour se lancer dans la course au pouvoir. Voilà, on est quasiment prêt à démarrer. Il ne nous reste qu'un seul aspect du jeu. Je suis en train de voir que j'ai une carte de l'IA que je n'avais pas vue. Je vais la remélanger. Il ne nous reste qu'un seul aspect du jeu à mettre en place. Et on est bon. Oui, donc l'IA a également ses 20 ouvriers là, qui iront dans le château. Il nous reste aussi à mettre en place 2 decks. Le deck de prospérité et le deck de pauvreté. Puisque dominer le vicomté va nécessiter, en bon politique, d'agir sur le niveau de vie, en fait, qui règne dans cette contrée, et de trouver un certain équilibre pour que les gens aient à la fois besoin du pouvoir central, mais qu'ils puissent vivre en même temps, donc un équilibre entre pauvreté et prospérité. À 2 joueurs, on va constituer ce deck, on va poser 12 titres sur la carte de prospérité, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et les autres seront placés dessous, comme réserve. Voilà. Donc ça, c'est pour les titres de propriété et la prospérité. Alors, il y a un petit fonctionnement particulier qu'on découvrira également pendant la partie. Et on fait exactement la même chose pour les dettes. C'est-à-dire qu'on en a 12 également. Que l'on va placer sur et dessous cette carte. Donc 12 au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et le reste est en dessous. Voilà, cette fois la mise en place est achevée. Il reste quelques cartes. Alors ce sont des cartes qui nous permettent de quantifier des ressources qu'on aurait en grand nombre, hein, x5, x10, voilà, qu'on trouve classiquement dans les jeux de ressources, de gestion de ressources. On a aussi des cartes bonus pour alors une carte clé du château qui en fait est gagnée par le joueur qui aura un ouvrier dans l'étage supérieur du château, l'étage supérieur étant celui-ci. Ce sera lui qui détiendra les clés du château. Et puis des cartes de bonus de religion. Quand on transcrira des manuscrits, 3 manuscrits bleus ou noirs ou gris ou jaunes, sachant que chaque transcription, chaque bonus apportera un bonus spécifique au joueur qui l'emportera. Alors nous, c'est ce qu'on va essayer de remporter, mais l'IA également essaiera de gagner des manuscrits au même titre que nous, hein, même si elle est spécialisée. Enfin, il reste une seule carte. C'est une carte d'interprétation des actions de l'IA. Voilà. Pour les actions qu'elle ne fait pas, il y en a quelques-unes, ou pour celles qu'elle ne peut pas faire au cours de la partie, pour telle ou telle raison. Donc on va la poser là. Et là, on est totalement ready. Et comme je vous le disais, c'est à Emma de commencer. Emma qui est dans ce deck hein, de joueurs. Donc nous serons les jaunes,
Thérèse aura le camp vert. Et la course au pouvoir est lancée. Et j'espère cette fois gagner. Alors on va voir si avoir pris connaissance du rôle du vicomte va m'aider. Eh bien c'est parti. Première manche. Et on démarre notre tour. Pour la première manche, on a l'initiative. Donc on est au sud là du vicomté. Et il y a beaucoup de criminels dans ce vicomté. Entre les deux prises de vue, là, j'ai réfléchi un petit peu et je pense qu'Emma va plutôt être endossée le difficile rôle de dissident à la royauté, puisqu'elle considère que le roi qui veut conserver la paix à tout prix avec ses ennemis s'affaiblit et n'est plus digne en fait du trône. Donc elle ambitionne de prendre le pouvoir. Alors que Thérèse va lui rester fidèle et donc elle va aller renforcer l'entourage du pouvoir central et du seigneur. Donc voilà, je me suis un peu ravisé sur l'approche. Donc voilà, nous on est un petit peu dissident et on va essayer en gros de soulever le peuple hein, contre le pouvoir en place, contre le château. Et pour ça, il va falloir rallier un maximum de villageois à notre cause. Alors, on va démarrer en piochant 3 cartes de notre deck. Et donc, eh bien, bah voilà, donc c'est Emma tout de suite qui peut rentrer en scène. On a aussi le négociant ou l'abbé. Emma donc va s'appuyer sur le clergé pour gagner en influence. Et je pense que c'est... bon, on va jouer Emma tout de suite, tiens. Voilà, donc on joue Emma. On peut avancer de 3. Ce qui est intéressant puisque on peut faire, alors dans le sens des flèches, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Alors maintenant, l'idée étant d'aller chercher un manuscrit tout de suite. Et en ayant comme objectif de recruter un maximum de villageois, j'aimerais bien aller chercher celui-là. Et donc on doit pouvoir y aller. Hein. 1, 2, non. 1, 2, 3. Voilà, c'est ça. Donc Emma galope vers ce village. Pour transcrire ce manuscrit, il lui faut 3 en religion. Elle les a, puisque elle a 1 ici, plus 1, 2. Et en dépensant 1 or, elle peut acquérir un 3e point de religion, ce qui lui permet tout de suite de récupérer son premier manuscrit, transcrit par les moines de ce village. Ce manuscrit, cette connaissance lui permet d'acquérir, de recruter un nouveau villageois et ce gratuitement, immédiatement, avec l'éclair, hein, c'est un pouvoir immédiat. Alors, la canaille, là, manifestement, ne m'intéresse pas. Pour l'instant, l'illusionniste non plus. L'agent de recouvrement m'intéresse, celui-ci. Il y en a un autre au sud. Je préfère celui-là parce qu'il nous permet de recruter un villageois à chaque fois qu'on rembourse une dette. Alors que l'autre nous permet, lorsqu'on rembourse une dette, de rembourser de confirmer un acte de propriété. Ouais, il est pas mal aussi. Hein. Bon, enfin, je choisis. Ou alors, on a aussi le choix avec la patronne qui nous rapporte un lingot d'or dès qu'on la récupère, dès qu'on la met sur le plateau. Alors là, c'est un recrutement gratuit. Donc la patronne vaut moins cher que les agents de recouvrement. Je pense qu'on va récupérer cet agent de recouvrement là, qui nous permettra de recruter des villageois lorsqu'on rembourse une dette. Puisqu'on recrute ce brave homme là qui a l'air vraiment avenant, on gagne en corruption.
Et voilà. Alors, c'était le recrutement gratuit lié à l'acquisition de notre action effectuée lors de notre action principale. On arrive à la phase suivante qui nous permet aussi de recruter sur le secteur où on se trouve. Alors, du coup, on se repose la question de la canaille. L'intérêt de la canaille, c'est qu'elle n'est pas très chère et qu'elle nous permet de gagner un symbole joker qui favoriserait la réalisation d'actions. Par contre, lorsqu'on recrute un criminel, enfin lorsqu'on place un criminel sur notre plateau, on avance la corruption de 1 et il va falloir faire attention à cette notion. Donc là, je ne pense pas qu'on la recrute cette fois. Il n'y aura pas de recrutement. Il n'y a pas de collision entre vertu et corruption, ce qui provoque des effets, aussi bien pour nous en haut que pour notre adversaire en bas. Donc c'est des bonus pour nous et une forme de malus pour notre adversaire. Encore que ça dépend du lieu où a lieu la collision, enfin de l'endroit où a lieu la collision. Et puis dernière étape, on reconstitue notre main en piochant une nouvelle carte. Et c'est le châtelain. Pas très puissant, hein, c'est un peu le planqué, lui. Mais il nous apporte un point en noblesse. Pourquoi pas. Voilà. Bon, après, il n'a pas d'autre utilité. C'est le châtelain par excellence, quoi. Assez passif. Assez oisif, même, je vais dire. Et donc, notre tour s'achève. Alors, je regarde si j'ai rien oublié pour ce premier tour. Je ne pense pas. Non, j'ai rien oublié. Eh bien, c'est au tour de Thérèse. Donc, Thérèse est préoccupée par notre action. Elle va également agir. Donc, on va piocher. Je vais dézoomer un peu. Voilà. On va piocher également une de ces cartes. Elle va chercher à faire une action, à agir religieusement ou au niveau des constructions. D'abord, elle confirme un titre de propriété ou rembourse une dette. Quand, alors là, elle a le même nombre de chaque, donc elle va en priorité rembourser une dette et remporter une ressource, ce qui fait que dans la mesure où elle fait les actions nobles, elle va privilégier le fait de récupérer, d'acquérir de l'or. Donc elle prend un lingot d'or. Voilà, ce qui lui en amène 4. Ça, c'était sa première action. Ensuite, elle se déplace de 2 secteurs, enfin de 2 cases, quoi, sur le chemin extérieur uniquement. Donc 1, 2, et elle continue. Donc là, elle va essayer de transcrire un manuscrit, un petit peu comme nous. Elle n'a pas de... Alors, elle a 1, 2 en religion, donc elle a assez peu d'influence. Donc elle ne va pas faire cette action, par contre elle va faire son action de prédilection, à savoir envoyer des émissaires dans le château. Et pour ça, est-ce qu'elle peut le faire? Elle a 1, oui, elle a 1 en noblesse et 4 lingots. Donc dans ce cas-là, elle va envoyer un maximum d'émissaires au château, donc elle va dépenser 1 en noblesse plus tous ses lingots, ce qui fait 4 plus 1, 5. Et elle envoie donc 3 personnages, 3 personnalités au château immédiatement pour prévenir le roi de nos intentions. Alors, ils y vont à 3. Alors, du coup, elle est sur ce secteur, donc ses représentants entrent par le nord-est au château. Et là, le mécanisme de fonctionnement de ce lieu consiste à, à regarder si on a 3 ou plus ouvriers de la même couleur dans un premier temps. Donc là, c'est le cas. À cette occasion, eh bien, quand il y a 3 ouvriers de la même couleur, un de ceux-là avance d'un étage directement. Donc on voit qu'elle rentre déjà
Elle s'approche déjà très près du centre du pouvoir. Et quand elle parvient à ce niveau d'influence, elle gagne, au même titre que nous, les ressources, les bonus qui sont là. Puisqu'elle fait l'action de noble, elle gagne un lingot d'or, tout de suite. Voilà. Et puis, lorsqu'un noble a avancé dans la hiérarchie, eh bien les deux autres se dispersent dans les coursives du château pour influencer encore plus de monde. Et c'est ainsi qu'ils se répandent comme ça dans les arcanes du pouvoir. Donc, Thérèse a fait son action. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que chaque pion posé dans le château rapporte des points de victoire. Comme indiqué sur notre carte ici. Donc, quand on a un ouvrier sur le premier cercle, il vaut 1 point de victoire en fin de partie. Sur le deuxième, 2 points de victoire. Et au sommet du château, 3 points de victoire. Donc, elle a déjà remporté 4 points de victoire, là, hein, avec sa première action. Nous, on a gagné, on va dire, 1 point de victoire pour l'instant, grâce à ça. Et c'est tout. C'est tout, pour l'instant. Donc, on est déjà soumis à une forte pression de Thérèse, hein, qui sait s'y prendre aussi, pour conserver l'autorité centrale. Voilà, le tour de l'IA est terminé. Je regarde s'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de collision, donc on ne résout pas cet effet. Il n'y a pas d'autre pouvoir qui se manifeste pour l'instant, il n'a rien construit. Donc on peut continuer. À suivre nos dessins, ce que va faire Emma lors de la deuxième manche. C'est parti. Ok, alors, première étape, on fait avancer Emma d'un cran. Ensuite, on sélectionne une carte. Donc on va prendre la baie, on va rester sur notre lancée, ce qui fait qu'Emma peut progresser de 2. Alors, vu le sens des flèches, elle peut monter là, ce qui fait 1, 2, et aller chercher des encriers avec du commerce, mais elle n'a pas beaucoup de commerce, donc c'est pas forcément intéressant. Par contre, elle a des pierres. Ouais. Non, on va continuer à aller chercher des manuscrits, je pense. C'est assez facile pour Emma. Donc, elle va progresser de 2. Ce qui est autorisé par l'abbé. 1, 2, l'abbé qui l'accompagne vers cette abbaye-là. Pour acquérir ce manuscrit noir, elle doit accumuler 3 points de religion. Elle a 1, 2, 1, 2. Elle peut dépenser une pierre pour en acquérir un nouveau. Ou alors, ce qu'elle peut faire, c'est... Ah ouais, mais c'est 3 pour recruter. Voilà, c'est beaucoup. Ah non, c'est trop. Donc, elle va dépenser une pierre. Simplement. Ce qui lui permet de transcrire ce manuscrit. Et là, à partir du moment où on transcrit un second manuscrit, on a un premier set. Et chaque set nous rapporte 1 point également. 1 ou 2, je ne sais plus. Ou 3. Donc voilà, on a gagné des points de victoire là. Puisque on a récupéré ce manuscrit, celui-ci améliore notre connaissance du droit de propriété. Donc on va acquérir un titre de propriété. Ce qui fait 1 point de victoire supplémentaire. Donc c'est plutôt une bonne opération. Et là encore, on voit qu'Emma a choisi la voie du savoir pour prendre l'autorité à défaut.
C'est clair, il faut connaître le système pour le combattre. C'est un petit peu notre parti pris. Et notre tour s'arrête là. Alors, est-ce qu'on recrute, du coup, un autre agent de recouvrement? Ça ferait beaucoup et il coûte 3. D'ailleurs, tout à l'heure, je n'ai pas payé. Ah non, c'était gratuit. C'était gratuit. Non, non, c'était gratuit. Donc, on aura un deuxième agent de recouvrement, éventuellement. Donc, une deuxième corruption. Ouais. En même temps, il nous permet d'équilibrer nos dettes et nos... Quand il est sur le plateau, il nous permet, quand on rembourse une dette, d'acquérir un type de propriété. Donc, c'est des points de victoire. Ben, voilà, on va le recruter. On va bien voir. De toute façon, on a pris le parti de récupérer un maximum de talent, si discutable soit-il. Puisqu'on vient de le recruter, notre corruption avance. Et oui, encore une fois, on cherche complètement à s'accaparer l'impôt. Bon, et c'est encore une canaille qui apparaît, décidément. Ok, donc on a recruté, il n'y a pas de collision pour le moment. Donc on reconstitue notre main et notre tour s'arrête. C'est une voleuse qui rejoint Emma dans l'action. Ok. Thérèse déjà implantée au château n'a pas dit son dernier mot, bien sûr. Donc on avance sa carte. Et que va-t-elle faire? Alors elle va essayer de faire une action de noble. Déjà, elle va expulser un villageois. Elle a bien compris que certains d'entre eux pouvaient constituer une menace. Donc elle les chasse, ni plus ni moins. Donc elle chasse la canaille. Voilà, elle veut faire place nette, elle veut que le vicomté soit fréquentable et peuplé d'honnêtes gens. Donc elle chasse la canaille. Puisqu'elle chasse la canaille, elle gagne une capacité à défausser une carte de sa main, ce qu'elle ne fait pas, mais elle a un équivalent. Elle chasse de la canaille, donc la moralité est sauve et elle avance sur la vertu, tandis que la canaille est reléguée en dehors de la ville, en tout cas du comté. Voilà pour son action. Ensuite, elle se déplace de 2. Donc, Thérèse galope et arrive en zone de montagne. Et elle va chercher encore une fois à envoyer ses représentants dans le château. Alors, seulement peut-elle le faire? Elle a 1, 2 en noblesse, plus 1 lingot, ce qui fait 3 en noblesse, ce qui lui permet d'envoyer 2 émissaires au château, 2 courtisans. Donc c'est ce qu'elle va faire. Alors je ne sais plus si elle s'est déplacée, oui. Donc elle va envoyer 2 émissaires ici. On note que un de ses ouvriers a déjà préparé le terrain. Les 2 autres arrivent ici. Alors elle dépense son unique lingot. Puisque il y a 3 ouvriers sur le même étage, un premier ouvrier progresse, elle remporte le bonus. Quand alors c'est quoi ce symbole? Eh bien là, alors là, est-ce qu'elle prend un... Oui, là elle recrute, mais... Oui, là elle récupère une planification en fait. Donc, c'est bien ça. Hein. Donc là, elle prend une carte de planification qu'elle met dans sa défausse. Donc elle commence à renforcer son deck.
Et les deux autres nobles qu'elle a envoyés se disséminent dans les couloirs du château pour essayer de trouver d'autres accès au pouvoir central et surtout de prévenir notre arrivée. Elle a fini son action. Il n'y a pas de collision, vertu, corruption pour l'instant. Et elle n'a pas de pouvoir particulier à mettre en œuvre pour l'instant non plus. Donc son tour s'achève comme ça. Ok. Ouais, donc le théâtre du pouvoir est bien défendu hein, par Thérèse. Là. On va avoir bien du mal à rentrer au château, mais il va falloir qu'on essaye quand même, parce que c'est beaucoup de points, c'est beaucoup d'influence et beaucoup de points de victoire au bout du compte. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas d'or et on n'a pas de... Ah si, on a le châtelain qui peut nous aider. Mais avec un point de noblesse, on n'en voit qu'un seul courtisan, ce qui n'est pas beaucoup. Il faudrait qu'on rassemble quand même un maximum de points de noblesse, notamment 5 au moins, pour que nos nobles progressent tout de suite dans les hiérarchies du pouvoir, là, dans les arcanes du pouvoir. Voilà. Bon. Eh bien, de toute façon, c'est à Emma. On passe à la troisième manche. Et pour toute guerre, il faut de l'argent. Et je pense que le négociant va nous aider à ce niveau-là. Ou alors on fait venir la voleuse, qui nous apporte aussi un peu d'argent quand elle est défaussée. Ce qui nous permet d'utiliser ses talents pour remporter un nouveau manuscrit. Sachant qu'on avancerait de 1. Ah oui, et puis ce manuscrit est intéressant parce qu'il nous permet de gagner en vertu. Eh bien, on va faire ça. Donc, on a ajouté une carte. C'est un criminel. Donc, la corruption progresse de 1 une nouvelle fois. Là, on est au point d'équilibre hein, à ce niveau-là. La voleuse ne nous rapporte rien immédiatement. Elle nous rapportera quelque chose quand on sera amené à l'éjecter du plateau. Ensuite, on déplace Emma de 1. Donc elle vient ici. Voilà. Elle va encore une nouvelle fois transcrire un manuscrit en dépensant 3 points de religion. Donc 1, 2, 3. Ce qu'elle peut faire. Elle récupère ce manuscrit au liseré blanc. Manifestement, ce sont des textes sacrés, ce qui lui fait regagner le chemin de la vertu. Voilà, elle réfléchit à une nouvelle moralité peut-être pour ensuite gouverner de manière bienveillante, comme elle essaye de le faire. Ayant fait son action, on passe à la phase recrutement. Recruter la patronne coûte 2. Eh bien, c'est ce que Emma s'emploie à faire depuis le début, rallier tous les villageois autour d'elle. Et donc, elle recrute la patronne. Le bonus est de défausser une carte de sa main ou de la pioche. On va défausser le châtelain. Il n'y a pas de collision, donc on va compléter notre main immédiatement. Alors c'est intéressant parce que là on a des commerçants donc, et un manœuvre, un bâtisseur qui font leur apparition. Ok. Voilà pour notre tour. Alors là encore on a gagné quelques points de victoire. Voilà, pour chaque set différent, quand on a un set différent, c'est 1 point, 2 sets 4 points, 4 sets 9 points. Donc
là, pour le moment, c'est pas formidable. Mais il faut bien commencer. Soyons patients. Alors, petite précision que je n'avais pas donnée. Si l'un de ces deux decks est épuisé, la partie s'arrête. C'est-à-dire qu'on fait encore un tour de jeu. Et on comptabilise les points. Ça agit aussi comme un chrono. Notre tour est terminé. Et Thérèse va se mobiliser pour contrecarrer nos plans. Alors, elle fait progresser une carte de nouveau. Ok. Une nouvelle carte. Alors cette fois, elle essaye de faire soit une action de bâtir, soit une action noble. Avant tout, elle pioche une ressource. Elle n'a plus de lingots, donc elle va en récupérer un tout de suite. Et oui, elle a trouvé des financeurs. Elle se déplace de 1. Elle se déplace pas très vite. Thérèse, j'ai l'impression qu'elle nous surveille un petit peu. De loin. Elle est sur nos talons. Et puis là, elle essaye de bâtir. Alors, pour bâtir, Thérèse a exactement besoin des mêmes ressources que nous, à savoir minimum 3 pierres pour bâtir un atelier. Elle n'en a qu'une, mais elle a 2 points à bâtir. Donc, elle peut bâtir un premier atelier en dépensant une ressource. Elle va bâtir ce premier atelier situé à gauche. Voilà. Elle le construit le plus à gauche possible du secteur où elle se trouve, alors délimité par la rivière. Donc elle se met à gauche à cet endroit. On voit qu'elle va remporter en bonus une ressource, donc une nouvelle fois un lingot d'or. Tant qu'elle n'en a pas 6, elle pioche de l'or, avec en tête de rejoindre le représentant du roi et d'alimenter son trésor, puisqu'elle sait aussi que c'est nécessaire pour conduire une bataille. Et puisque elle a débloqué, elle a construit ses premiers ateliers, à chaque fois qu'elle va recruter une carte de programmation future, elle pourra chasser un villageois qu'elle n'estime pas digne du vicomté. Voilà, les gêneurs seront chassés. Ok. Le tour de la vicomtesse Thérèse s'achève. On passe à la manche suivante. Alors. Alors, on a un joker là sur la table. On a 2 pierres. Donc, on pourrait construire un atelier assez facilement. Donc, eh bien, Emma va aller se reposer. On va faire progresser tout ça et on va jouer notre manœuvre. On va jouer notre manœuvre. Voilà. Et en tant qu'action, on va bâtir un atelier en dépensant une pierre, puisqu'un atelier coûte 3, au même titre que pour l'IA, que pour Thérèse. Et on va bâtir, alors lequel? Eh bien, on va bâtir celui-ci. Ah oui, j'ai oublié de déplacer d'abord, donc on se déplace de 2. Donc 1, 2. Et on va prendre un titre de propriété de nouveau, ce qui empêchera par la même occasion Thérèse de le récupérer. Donc on en a déjà 4, il va falloir les confirmer pour que ça nous rapporte un max. Mais avec nos agents de recouvrement, on va pouvoir le faire facilement à un moment donné. Puisqu'on a fait ça, on a dépensé donc une pierre plus 1, donc on est à 3 points de bâtir. On peut construire notre atelier ici.
qui fait que en fin de tour, là, on va avoir une main augmentée de 1. Ce qui sera intéressant, on aura plus de choix dans les villageois pour constituer notre tableau et agir à notre guise. On se renforce quelque part, hein, d'autant qu'on a recruté pas mal. Donc on s'est déplacé, on a fait notre action de bâtisseur. Est-ce qu'on recrute? Alors on a un bricoleur là, qui est très intéressant puisque il apporte, lorsqu'il est sur le plateau, un point de religion, un point de noblesse et une vertu lorsqu'on le recrute, ce qui nous permet d'équilibrer un petit peu la corruption. Donc on va le prendre pour 2 pièces, on va le recruter immédiatement. Voilà, ce qui fait qu'il nous fait progresser sur le chemin de la vertu. On fait appel aux braves artisans de la contrée. Et il nous servira certainement après à récupérer de l'influence auprès du clergé ou de la noblesse. Voilà, il n'y a pas de collision pour l'instant entre vertu et corruption, même si c'est imminent. On va reconstituer notre main en récupérant une carte en plus. Donc notre main va être maintenant amenée à 4 cartes. Et donc là, on a une dominante de commerce avec un choix étendu. 2 possibilités. Par la même occasion, on a gagné 2 points de victoire ici, plus 1 là. Donc ces 3 points de victoire, c'est un bon tour. Hein, parce que gagner 3 points de victoire comme ça, c'est pas si simple. Donc on a fait plutôt un bon tour. Il va falloir qu'on essaye d'optimiser quand même à chaque fois d'ailleurs. Voilà. Thérèse nous guette du haut des tours du château. S'alarme un petit peu de nos progrès. Et donc s'empresse en courant dans les couloirs de lancer une contre-attaque. Donc elle va essayer d'agir sur le plan de la noblesse ou de la religion. Elle va d'abord gagner une vertu, et oui, puisqu'elle exprime sa loyauté à travers ça. Elle va galoper à travers les plaines. 1. Alors elle était là. 1, 2, 3. Et elle va essayer d'envoyer de nouveau ses représentants dans le château. Elle a beaucoup d'actions de noblesse ici. 1, 2, 3, plus 2 lingots. Donc elle peut envoyer à nouveau 3 notables fidèles au roi au château directement. Donc 1, 2 et 3. Maintenant, puisqu'ils sont 3, ils connaissent les mécanismes pour gagner l'influence. Ils avancent dans la hiérarchie, cette fois, ce qui leur permet de gagner une pierre et un encrier. Là, ils n'ont pas le choix, les bonus sont définis. Mais elle saura s'en servir. Les autres nobles escortant celui qui a progressé rejoignent les alliés déjà présents. Il n'y a pas de collision. Elle n'a pas recruté de carte de planification future. Donc son tour est terminé. Nous allons lancer la manche suivante et celle-ci sera le dernier de ce premier épisode pour nous permettre de récupérer et surtout de réfléchir à la suite de notre stratégie. Bien, donc notre négociant, alors là on n'a que des membres de la société civile de la corporation commerciale. Donc on a le négociant qui nous permet de gagner
une pièce à chaque action commerciale. Bon, sachant qu'on va le faire souvent, c'est peut-être intéressant de le mettre maintenant. Il nous permet d'avancer de 1, ce qui nous permettrait de récupérer, alors de venir là, de défausser une carte, c'est pas très intéressant. La publicaine nous permet d'avancer de 3. Si on avance de 3, ça nous emmène là. 1, 2, 3 ou 1, 2, 3 ou là-bas. Je pense qu'on va aller là-bas pour récupérer des encriers. Donc on va faire ça, publicaine. Alors on éjecte l'abbé qui n'a pas de pouvoir particulier. La publicaine fait son entrée. Immédiatement, on peut défausser une carte de notre main. Je pense qu'on va défausser ouais, ou de la pioche. Ah, ou de la pioche. Ouais, je vais défausser de la pioche. Je vais remélanger les cartes. Parce que là, on a pas mal de cartes de départ assez peu utiles. Si on tombe dessus, ça nous permettra de filtrer. Enfin, au niveau du tour, hein, voilà. Quand même bien mélangé. Alors, le risque, c'est de tomber sur un agent de recouvrement, là, ce qui serait dommage, mais bon. Alors, voilà, on a reconstitué notre main. Donc, on joue la publicaine qui nous permet de défausser une carte de notre main ou de notre pioche. J'ai envie de les garder, là, les commerçants, donc je vais défausser le châtel. Et ben, c'est parfait, ça. C'est exactement l'une des cartes que je souhaitais filtrer. Ensuite, elle nous rapporte 2 écus. Elle vient avec des fonds. La publicaine, elle croit en nous, elle croit en réforme qu'on veut porter. Emma commence à faire des émules, c'est bien. Et donc, eh bien, elle permet à la vicomtesse de se déplacer de 3. 1, 2, 3. Elle l'invite ici. Et pour 2, on prend un encrier. Alors, le problème, c'est qu'on a très peu de... Ouais, très peu de commerce, là. Mais on va quand même faire ça. On va prendre un encrier pour 2 de commerce. C'est pas glorieux, mais ça nous permettra de récupérer ensuite. C'est précieux, hein, une ressource à ce jeu. Ça nous permettra de récupérer un manuscrit assez vite. Ce qui commence par être bénéfique, hein, en multipliant comme ça les collectes. Donc voilà. Donc on a fait notre déplacement, on a fait notre action. On peut recruter si on le souhaite. Alors, une canaille. Bon, l'avantage c'est qu'elle nous rapporte une or. Pour 1. Et nous permet de défausser encore une carte de notre main. C'est pas forcément utile. Donc non, on ne va pas la recruter. On va reconstituer notre main à 4 cartes. Et là, on a un agent de recouvrement, justement, qui, lui, quand on solde une dette, nous permet de recruter. Donc, il va falloir aller chercher des dettes, peut-être, mais la voleuse va nous en amener une. Donc, ça va constituer un espèce de petit moteur, là, qui va peut-être nous être favorable. Ça va être intéressant à combiner, là, les deux. Ok. Notre tour s'achève comme ça. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Donc, on passe au tour de Thérèse. Thérèse, bien à l'abri dans le château, mais qui n'en est pas pour le moins dangereuse. Qui n'en est pas moins dangereuse, pardon. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Thérèse? Eh bien, elle fait appel à des criminels. Donc, ce qui fait avancer de 1 la corruption du pouvoir. Elle va recruter de nouveau une carte de planification future. Puisque c'est le cas, elle va défausser à la fin de son tour. Enfin, elle va chasser un villageois. Mais avant ça, elle va se déplacer.
Donc, elle se déplace de 1. Quand je vous dis qu'elle nous surveille, c'est tellement notre proximité est telle qu'en fait, il y a un clash entre nos deux personnages, nos deux vicomtesses. Et donc, un clash d'autorité. Et donc, cela provoque, pour moi, la possibilité de réorganiser mes cartes. D'abord, je crois que je vais garder la... Ah non, je ne vais pas garder la voleuse. Je vais garder le manœuvre si je peux construire, ce serait bien. Et parce que 2, j'ai une pierre 3, 4, 1. Ouais, non, mais je pourrais pas construire au prochain tour, donc c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Et l'IA gagne la même chose, sauf qu'elle ne réorganise pas ses cartes, mais elle a un équivalent. Quand elle doit réorganiser ses cartes, au lieu de cela, elle prend une ressource. Donc elle gagne, pour le coup, elle gagne un lingot d'or, dans le cas présent. Donc le clash est résolu. Ensuite, elle va essayer de faire son action. Et son action est d'envoyer des nobles au château. Donc elle a 1, 2, 3 points de noblesse. Donc elle envoie 2 nobles au château une nouvelle fois. Elle nous laisse vraiment pas de latitude par rapport au château. Mais dans ce secteur, on voit que elle n'a pas trop colonisé. Donc elle envoie 2 nobles. Donc elle marque 2 points de victoire, c'est vrai. Mais par contre, il n'y a pas d'autre gain que celui-là. Puisque elle a recruté dans ce tour, elle va expulser un villageois suite à la construction de son atelier. Donc elle expulse encore une fois une autre canaille. Elle ne veut pas de racailles dans son quartier apparemment. Voilà, il n'y a pas de place pour les pauvres. Eh bien nous allons les récupérer avec nous. Voilà, les pauvres, les mécontents, les laissés pour compte, les marginaux. Et nous allons les rallier à notre cause. On commence à être défenseur du plus faible, en fait. Et ça, c'est pas mal, quoi. Emma, voilà, n'est pas... Alors, elle est prête à tout. C'est vrai qu'elle joue de corruption. C'est pas Emma, d'ailleurs. Si, c'est Emma. Mais elle est prête à tout, mais c'est quand même pour une bonne cause. Elle est animée de bonnes intentions, Emma. Ok. Alors, bon... ce quartier est quand même problématique parce qu'après une canaille, on a un voleur à la tire. Donc, Thérèse n'a pas terminé de rétablir l'ordre dans le vicomté. Ça va bien l'occuper et c'est tant mieux. Voilà. Eh bien, la manche s'achève comme notre premier épisode de vicomte. Donc, on voit que la tâche n'est pas simple, mais en même temps... on ne facilite pas la vie de Thérèse, donc ça me va bien pour l'instant. En plus, on arrive à recruter pas mal de monde. Quasiment à chaque tour, on parvient à recruter un nouveau villageois, ce qui va enrichir notre deck. Il va falloir qu'on commence à trier d'ailleurs, parce qu'on a encore quelques cartes de faible portée là, qui vont nous desservir, je pense, après. Donc il faudra ne pas hésiter à les chasser de notre entourage. Voilà, là encore, la moralité a une place, certes, mais ne doit pas être le seul dessein d'Emma. Nous devons prendre le pouvoir, c'est tout ce qui compte. Très bien, bah, écoutez, sur ces mots, je vais vous dire à très bientôt sur Elric Studio pour la suite de notre partie. En attendant, portez-vous bien. Salut!